Parfait. Donc, je vais rapidement vous présenter le groupe, hein. Je ne vais pas m'attarder longtemps dessus, mais au moins que vous sachiez qui on est. Donc, quand je dis qu'on transforme le bois, on est une scierie, une des plus grandes en France et une des plus grandes d'Europe. À titre d'info, donc voilà notre site principal d'Urmat en Alsace, donc dans le nord-est de la France, qui compte à peu près 400 collaborateurs. On a également deux autres sites dans la même région, distants de quelques kilomètres. C'est les sites que vous voyez à gauche sur la slide, Niederaslar et Ligenberg en bas. On est sur d'autres process, mais sur une similitude de produits. Et on a deux autres sites de production dans le sud de la France, dans le Tarn, près de Castres. Voilà notre répartition géographique. Quelques chiffres. On a à peu près 200 ans d'histoire. Je reviendrai là-dessus juste après. On a 5 sites et on produit l'équivalent de 430 000 mètres cubes de bois par an et 120 000 tonnes de granulés de chauffage, hein, avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 170 millions d'euros. Voilà, je vous l'ai dit, je reviendrai un peu sur l'histoire. Il faut bien comprendre que Groupe SIAT, c'est une scierie familiale qui est dirigée par la famille SIAT depuis 200 ans, dont le process industriel et le développement s'est largement accentué à partir des années 2000, où on a réindustrialisé nos sites de production avec des investissements assez massifs pour différentes unités de production, à chaque fois d'environ 40 millions d'euros, hein, 3 invests à 40 millions d'euros, pour remoderniser et grossir en capacité et en technologie également. Et c'est un peu dans ce cadre-là de fort développement de l'entreprise et de rachat de sites supplémentaires dans le sud de la France qu'on se pose la question d'intégrer un MES. Mais je vais revenir juste après sur pourquoi on s'est lancé dans ce projet. Globalement, qu'est-ce qu'on fabrique chez nous? Alors, contrairement à vous et à l'automobile au sens large, on ne va pas être dans l'assemblage, on va faire complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va désassembler du bois. On va chercher du bois en forêt et on va le désassembler pour transformer le produit en matériaux de construction, principalement. Donc, on travaille le bois de charpente pour construire des maisons en ossature bois, de la toiture, des lattes, etc. C'est à peu près 80% de notre masse de travail. On fait également des produits d'aménagement, dits d'aménagement, qui vont être visibles dans les habitations, hein. On parle de baguettes d'angle, de tasseaux, de moulures, de plinthes, etc. Tout ce qui va être visible, qui ne va pas servir à la construction. Et avec tout le reste, l'écorce, on n'utilise pas, on va s'en servir pour alimenter une chaudière qui va produire de l'énergie. Et avec cette énergie, va servir en partie à fabriquer avec la sciure de coupe des petits granulés pour le chauffage. Donc granulés, on a l'équivalent de 120 000 tonnes par an. Globalement, ce qui est à retenir dans notre process, ce qui est vraiment remarquable, ce qui fait la particularité des métiers du bois, c'est qu'on va acheter du bois en forêt et on va utiliser 100% de la matière. C'est-à-dire qu'on va transformer le bois en produit fini, pièces de charpente, pièces d'aménagement, et tout le reste qu'on appelle les connexes, on va les réutiliser. On va brûler une partie de l'écorce qui ne sert à rien, qui ne peut pas être transformée pour produire de l'électricité. Alors en équivalente, on génère l'équivalent de 12 000 foyers en électricité. Et on va utiliser la chaleur dégagée pour sécher de la sciure et la presser afin de faire des granulés de chauffage. Donc 100% de notre matière va être réutilisée. Petite particularité de notre process. Partie MES. Donc, comme je disais, l'entreprise s'est fortement étendue ces dernières années, ces 15-20 dernières années. Quand je dis fortement étendue, c'est qu'on a énormément augmenté notre capacité de production. On a largement développé la surface de notre outil industriel. Il faut bien se rendre compte que la scierie, c'est des gros produits, que notre site principal fait à peu près 3 km de long.
Et donc il est compliqué de tout surveiller, tout superviser en temps réel avec une équipe assez réduite. Je rappelle, on est une entreprise familiale et on n'a pas des services surdéveloppés. Par contre, l'entreprise a également mené un grand projet de transformation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on veut enlever tout ce qui est relevé papier, données mesurées à la main pour essayer de se digitaliser le plus possible et aller vers le zéro papier. Ça englobe des choses plus complexes, hein, comme la mise en place d'un ERP, la mise en place d'un outil de maintenance, la suivi de la prod via du MES et ainsi de suite. Voilà, ça c'est l'un des pans, c'est la base de la réflexion de pourquoi on veut mettre un MES chez nous. Après, quand on creuse vraiment concrètement ce qu'on veut atteindre au bout du bout, c'est en fait on veut apporter du visuel en prod. On veut pouvoir visualiser la performance de la production directement en temps réel sur les différentes lignes pour la montrer aux responsables d'atelier, aux chefs d'équipe, mais également aux différents collaborateurs, aux opérateurs en bord de ligne pour qu'ils puissent le mesurer, savoir si finalement ils travaillent à un bon niveau de performance ou non. Et ça nous importait vraiment beaucoup. On avait également un vieux système de mesure qui n'était plus, qui était obsolète, qui n'était plus développable et déployable sur nos sites du Sud que nous avons rachetés. Du coup, il fallait passer sur autre chose. Et ce en quoi on croit beaucoup chez nous, c'est à l'analyse statistique et au traitement des données. On est beaucoup à venir de milieux de grands groupes industriels ces dernières années, que ce soit de l'automobile, que ce soit de l'industrie manufacturière au sens large. Et on a tous connu, par notre passé, on va dire, de grands groupes, l'analyse des datas au service de l'amélioration. Et on croit vraiment très fort à ça chez nous. C'est ce pourquoi il nous fallait beaucoup de data pour essayer de creuser et analyser nos niveaux de performance. Et vous verrez un peu plus tard que l'idée c'était aussi de mettre la bonne info au bon endroit dans l'atelier pour plus aller chercher dans des papiers, dans des classeurs, dans des référentiels. L'idée c'était de mettre à disposition la bonne information, que ce soit d'un point de vue process, d'un point de vue qualité, directement sous les yeux de l'opérateur au moment où il en a besoin. Ça, c'était une de nos grandes volontés également. Et bien sûr, comme tout projet, on va mettre une certaine somme en investissement, on espère en retirer des gains en performance industrielle avec une augmentation de notre TRS, de notre TRG. Pour être tout à fait transparent, ça va forcément avec. Ça, j'ai peut-être pas besoin de trop en parler. Le TRS, TRG, je pense que vous savez globalement ce que c'est. Oui. L'idée, c'est une présentation un peu générique que je vous montre, mais l'idée c'est de dire que pour se mesurer, il faut savoir mesurer des choses très précises dans les ateliers. Quand on veut afficher un TRS ou un TRG, il faut mesurer toutes les données qui permettent de le faire. Ça a l'air très bête dit comme ça, mais c'est bien le premier combat, c'est savoir quoi mesurer pour être sûr de son indicateur. Et donc là, entre l'expertise de Creative IT et la nôtre, on peut réussir à mesurer exactement les bonnes choses qui permettent d'amener à des calculs propres et simples. Globalement, comment se comporte l'application? Alors, je vais faire plus simple. Je dérive rapidement. Je vais voir si on peut basculer directement sur l'application en production. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Donc là, on est directement sur la vue de l'application en production. C'est l'écran que voit l'opérateur directement en bord de ligne. C'est l'équivalent de tous mes slides qui vont suivre. Globalement, comment ça s'articule? On a toujours un écran qui est l'entête là-haut, une partie haute qui va récapituler tous les infos de l'OF en cours. Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer? Quels sont nos objectifs de cadence, de quantité et de durée? Ça va être global à toute la partie, à tous les postes, tous les visuels. On a sur la droite une partie qui est plus bouton d'action, qui vont nous permettre de créer des OF, d'en supprimer, d'en recommencer, de s'identifier au poste. Là, je clique juste dessus, on voit qu'il y a un collègue qui est identifié au poste. Donc, on saura dire précisément à tel moment qui a travaillé sur le poste, qui a déclaré un incident, etc. Ça facilite un peu le traitement des données derrière. On peut afficher des documents.
Donc là, on est plus sur des infos sécurité, mais on peut afficher des documents au poste pour amener un peu plus de visuel. C'est toute la partie digitalisation dont je vous parlais avant, où on veut supprimer le plus possible tous les affichages en bord de ligne et les classeurs qui traînent à droite à gauche. Donc tout ça, on peut visualiser à l'écran. Partie statistique, je la montre pas parce qu'elle n'est pas développée chez nous. On va se baser sur autre chose pour collecter nos données et les afficher. Mais j'y reviendrai après. Et d'un point de vue un peu plus applicatif, on a notre outil MES qui se divise en 4 onglets principaux. Performance de l'OF, de l'équipe, historique de tous les arrêts et une vue un peu plus dédiée aux consignes personnalisées. Vous voyez là, pendant que je parlais, le bandeau en haut est passé au rouge, synonyme d'arrêt de production. C'est-à-dire on était au blanc, la production tournait. On est passé au rouge, c'est que la production est arrêtée. Et donc là, on est vraiment en temps réel. En blanc, on est reparti sur la prod. Donc, premier onglet, vu la performance OF. Donc, sur la série qu'on est en train de faire, on a un TRS actuel de 38%. Série qui a commencé, on le voit ici, vers 14h10 et qui continue. Globalement, en bleu, on a notre courbe théorique rattachée directement à la cadence objective de cette OF. Et en vert, notre seuil de production. Alors, on voit fatalement qu'on commence sur de la non-production. On a notre durée de changement de série qui est ici, de l'ordre de 6 minutes. Une fois qu'on a fait notre changement de série, on voit la courbe verte qui augmente progressivement. Ça, c'est notre production. Et le ratio des deux, courbe verte sur courbe bleue, ça va nous donner tout simplement notre TRS. On a quelques infos complémentaires ici. Je m'attarde un peu dessus parce que je pense que ça va vous intéresser dans votre démarche de connexion aux automates. On a des choses standards qui vont être la durée des arrêts sur l'OF, le nombre d'arrêts, les quantités produites. Et on a des choses un peu plus particulières en bas. Et donc, toutes ces données, on vient les capter en temps réel dans les automates de la ligne. C'est-à-dire que les quantités produites, il n'y a personne qui les renseigne à la main, elles s'incrémentent toutes seules. Ici, on parle en mètres de bois produits sur la ligne. La durée des arrêts, elle s'incrémente aussi toute seule. Dès qu'on détecte plus de bois, pendant un certain temps, je crois qu'il est de l'ordre de 20 secondes ici sur cette ligne, c'est quelque chose de paramétrable. Dès qu'on détecte plus de quantité produite pendant 20 secondes, on dit qu'on est en arrêt. Donc on a un arrêt qui sort. Et on a eu un arrêt de 7 minutes. On a des choses aussi là en bas qui sont aussi en temps réel. Donc on a la vitesse de la ligne en temps réel et on a une autre valeur qui est l'espace entre deux troncs de bois sur notre ligne. C'est les deux paramètres, quelque part, qui vont nous servir chez nous à jouer sur le niveau de performance, vitesse et distance entre nos produits. Et ces choses-là, on les affiche en direct à l'opérateur qui pilote sa ligne. Donc, il sait directement se dire s'il a l'objectif ou pas. Ces mêmes infos, on les retrouve un peu concaténées à l'équipe. C'est-à-dire que là, on est sur un OF qui peut durer 10 minutes, 1 heure, 2 heures, qui peut être à cheval sur 2 équipes. Et là, on ramène tout ça sur une performance à l'équipe. Donc, on a les mêmes quantités à l'équipe, qui est la totalité. On a les durées de l'équipe, on a les temps d'arrêt à l'équipe, le nombre d'arrêts sur l'équipe. Tout ça, c'est des données standards lues dans l'automate. On voit sur la courbe qu'on a différentes séries. Bon, pour l'instant, on est à 2 séries sur l'après-midi, l'équipe d'après-midi, avec 2 cadences différentes. En vert, les cadences de production qu'on arrive à maintenir, avec le niveau de performance qui va avec. On parle d'arrêt, on a la liste de tous les derniers arrêts qui sont produits sur la ligne. Alors chez nous, on a fait le choix d'en afficher les 18 derniers. C'est quelque chose de paramétrable également. Mais donc là, j'ai le détail. Je suis chef d'équipe, je suis responsable. J'arrive sur la ligne, je veux savoir ce qui s'est passé. J'ai l'historique des quelques dernières heures avec tous les arrêts qui ont pu se passer, avec un petit graphe qui récapitule tout ça. Chose un peu particulière, dernier écran de consigne. Chaque fois qu'on va arriver sur un nouvel OF, on va envoyer des consignes. Donc ça, c'est directement l'ordonnancement. On va créer les OF dans le système, rajouter des consignes particulières pour préciser ce qu'on attend. Donc là, on a des consignes, on en a à ce poste et on en aura à tous les autres. Je ne vous montre pas l'intégralité de nos postes, ça n'a pas d'intérêt.
mais je vous montre ce détail pour ce poste-là. Et on retrouve toujours nos valeurs lues en temps réel dans les équipements. Voilà globalement comment se compose une vue opérateur en production. Donc là, je suis exactement sur la vue, sur ce qu'a l'opérateur sur son PC devant sa ligne. D'un point de vue un peu plus manager, on peut avoir le bilan de tous les postes. Donc là, on voit sur ce premier îlot de production, on a tous nos postes qui sont en vert, donc qui sont en production. Si j'en cherche un autre à tout hasard, voilà, bah les 3 autres sont en production, très bien, et tout qui est en vert aujourd'hui. Si j'avais un poste à l'arrêt, il apparaîtrait en rouge ici. Donc voilà, globalement, ce qu'on a en termes de suivi de production. À noter qu'on a demandé à Creative IT de nous développer une petite particularité pour chez nous. Alors là, on va pas voir grand-chose, il faut que je dézoome. C'est qu'on a une vue globale de notre process qui est affichée à plusieurs endroits sur des écrans géants en production. Donc on a la vue de notre flux avec tous les postes de travail qui se suivent dans le process. En vert, ceux qui sont en fonctionnement, en rouge, ceux qui sont arrêtés avec la durée d'arrêt et le motif s'il est renseigné. Ah, c'est pas le cas. Voilà, donc ça, on est en permanence dans le bureau des chefs d'équipe à divers points dans l'atelier. Comme je vous disais, notre site est vaste, nos ateliers sont assez grands. Ça permet de nous concentrer sur les postes arrêtés et directement aller voir le problème là où il est. Voilà, donc ça c'est pas du standard par contre, hein, c'est des choses que Creative nous a développées à notre demande. Donc je reviens sur la présentation, donc tout ça je vous en ai parlé. C'est ce qu'on a vu en direct. Rien de plus. Ce qui va vous intéresser, c'est cette partie-là, je pense. C'est comment on s'intègre dans l'architecture réseau de l'entreprise et comment on fait pour capter les données. Alors, j'ai essayé de synthétiser tout ça sur un schéma. S'il y a quelque chose de pas clair, vous me dites, hein. Globalement, on a tous nos postes de travail qui sont en vert là-haut et là en bas. C'est tous nos postes de travail sur nos différents sites dans le nord-est de la France, en Alsace. L'application Cubes est raccordée à 2 points différents. Sur notre site principal, elle va être raccordée à un et un seul automate qu'on a rajouté exprès pour la mise en place du MES. C'est un automate qui, lui, va communiquer avec l'ensemble des équipements sur le site principal. Tout va passer par lui et cet automate va envoyer des infos à Cubes. Alors, vous allez dire comment est-ce qu'on capte tout ça? Alors là, il y a 2 typologies, 2 cas de figure. C'est soit on a une ligne avec un automate assez récent qui est connecté et ou connectable. Donc là, principalement, on parle d'automates Siemens, hein, assez récents. Donc ça, c'est tout des choses où on va directement rattacher l'automate machine sur notre réseau. Et on va développer un programme de lecture de données dans cet automate. Donc là, l'automaticien intervient, créer directement un DB du code dans l'automate pour aller lire certaines valeurs telles que le nombre de pièces produites, la marche, l'arrêt, et ainsi de suite. Tout ce qui va vous intéresser pour le transmettre vers le MES. Ça, c'est le cas de figure, on va dire, assez simple où la machine est sur le réseau et où elle est connectée. Mais c'était de loin pas le cas partout. Et partout, ce n'était pas le cas où la machine n'était pas sur le réseau et pas connectée ou pas connectable, on a installé ce qu'on appelle des boîtiers ET200. Alors, c'est des mini-automates Siemens qu'on a installés en plus au niveau des lignes de production. On a raccordé ces boîtiers à notre réseau informatique. Donc la machine n'est pas connectée, mais le boîtier l'est, ce petit boîtier-là. Et en fait, on vient capter via des contacts secs, donc en câblage direct, des cellules sur l'équipement pour alimenter des compteurs sur ce boîtier. Donc la machine n'est pas connectée, mais le boîtier intermédiaire l'est. Et on vient directement câbler des signaux en 24 volts sur cet appareil. Donc même ce qui est trop vieux ou qui ne pourrait pas être connecté sur un réseau informatique peut être
tout de même analysé et lu, avec la même précision que ce qu'on peut retrouver directement dans un automate. Ça, c'est la partie, on va dire, site principal. Et en fait, sur le site, sur les sites secondaires, on a installé un serveur déporté que Creative IT nous a fourni, ce qu'on appelle un boîtier i4, qui va servir en fait de serveur relais à l'application. C'est-à-dire que toute l'application va être installée, Cubes va être installé sur ce serveur, va être géré en local avec les mêmes raccordements automates, soit directement sur la machine, soit via les boîtiers d'acquisition T200. Et on va lire dans ce serveur les infos et on aura des échanges entre l'application principale et ce serveur tampon qui va se faire toutes les 5 ou 10 minutes. Et dans la finalité, on va retrouver toutes les datas, toutes les données dans une seule base de données sur notre site principal. On a développé, dans l'automate, un calcul qui n'est pas très compliqué. On mesure le temps qu'une cellule détecte le bois. C'est-à-dire, on voit, il y a une cellule qui est placée sur la ligne qui voit le bois passer. Et dès qu'elle voit le bois, on va compter le temps. On connaît la vitesse de la ligne et on peut en déduire du coup la distance du bois. Sachant qu'un automate lit des valeurs sur l'ordre de 10 millisecondes. Donc ça nous donne un ordre de précision de moins d'1%. Allez, on va dire 85-90% des cas, on fait du comptage de pièces. On ne va pas mesurer des mètres linéaires. On va mesurer des nombres de pièces. Avec juste une cellule qui va voir passer une pièce devant et qui va s'allumer et s'éteindre. D'accord. Alors, on a très peu de rebuts de notre process parce qu'on n'a pas forcément du rebut, c'est du déclassé, mais on a quelques lignes qui sont concernées et on peut, le cas échéant, mesurer des rebuts en automatique aussi s'ils passent par un endroit donné. C'est-à-dire que sur un de nos postes, on va avoir une trappe et les bois vont tomber dedans et on sait mesurer l'ouverture de la trappe. Et une ouverture égale une pièce en rebut, par exemple. On a aussi installé sur un autre poste une déclaration manuelle à l'aide d'un bouton poussoir. Et chaque fois que l'opérateur a un rebut génère un rebut, va juste appuyer sur le bouton poussoir et ça va incrémenter de 1 le nombre de rebuts dans le MES. Mais on peut, dans l'architecture Cubes, dans l'appli, il y a possibilité de câbler directement le comptage des rebuts sur la lecture d'une valeur d'automate. Globalement, quand on est à l'arrêt, c'est-à-dire qu'on ne détecte plus de production, le bandeau va passer au rouge là-haut, et on a une vue qui va s'afficher au bout de X secondes, c'est paramétrable. Soit on dit on détecte l'arrêt, on a directement cette vue qui s'affiche, et on veut savoir pourquoi on a arrêté, ou comme c'était le cas chez nous avant, on peut dire dès qu'on est à l'arrêt, si l'arrêt dure moins de 5, 10, 15 secondes, peu importe, c'est paramétrable, alors on ne veut pas savoir ce que c'est, parce que ça ne nous intéresse pas les tout petits arrêts. Et si c'est plus grand, on veut voir cette vue. Et là, en fait, l'opérateur peut cliquer sur le bouton qu'il souhaite. J'ai un arrêt, ok, c'est parce que je suis en pause. Ou c'est parce que je suis en arrêt planifié. Arrêt planifié du type nettoyage, TPM, je fais des essais, etc., etc. Tout ce qui va être souhaité. Et tout le reste, ce sera de l'arrêt qu'on a catégorisé, nous, sur nos familles d'arrêts qu'on souhaitait. Tout ça, c'est du paramétrable, vous pourrez mettre ce que vous voulez. On a décidé de catégoriser en attente. C'est-à-dire, je peux produire, mais j'ai pas de pièces. Je suis à l'arrêt, il manque un composant, ou le poste suivant est saturé et me bloque. Mais moi, j'aurais pu produire. Ça, c'est de l'attente. On a du changement de série classique, de l'aléa et de la panne. Panne, c'est une vraie panne. Je dois appeler là maintenant, je suis arrêté. Aléa, j'ai des petits soucis à droite, à gauche sur un élément défini, mais je peux le gérer moi dans un mode dégradé. On a ces deux niveaux de détail. Et derrière, quand on va sélectionner un aléa ou une panne, on va pouvoir aller très précisément descendre plusieurs niveaux dans l'arborescence de la machine pour dire voilà, sur tel équipement, c'est plutôt sur l'alimentation de ma machine, sur tel élément mécanique,
sur tel moteur, telle glissière, tel peu importe, que j'ai un souci. On peut pointer très précisément un aléa, un élément de la machine. Ce qu'on a également fait sur certaines installations, mais pas toutes, on a mis en place un suivi du temps de cycle. C'est-à-dire que pour certaines machines, on compte le temps, la durée entre deux incrémentations d'une pièce produite. Et on sait qu'on produit une pièce toutes les, je dis une bêtise, toutes les 10 secondes. Et on va mesurer. On a fait celle en 9 secondes 8, l'autre en 10 secondes 2, et ainsi de suite. Chez nous, on utilise ça, alors pas pour voir l'évolution de la cadence en direct, mais on pourrait le faire. En fait, on fait ça sous forme de surveillance des temps de cycle. Et on va lire ces valeurs et on va regarder jour après jour quelle est la durée minimum du temps de cycle pour savoir si on a une dérive dans notre process. Je vais vous le faire. Globalement, toutes nos données, on va les rebasculer dans une autre application qui est Power BI. C'est-à-dire que Cubes nous met à disposition, enfin Creative IT à travers le MES nous met à disposition une base de données avec toutes les données consolidées, retravaillées par équipement. On va retrouver nos valeurs de temps utile, temps requis, temps d'ouverture, temps d'arrêt, motif d'arrêt, etc., etc. Toutes les données qu'on va pouvoir collecter. Creative IT nous les met en forme dans une base de données. Cette base de données est directement raccordée à notre outil Power BI. Nous, derrière, dans Power BI, mais ça n'a rien à voir avec Creative IT pour le coup, on a recréé nos tableaux de bord et on suit l'évolution de notre performance. Là, on est sur du TRG et on voit. Alors, je dis en direct, il faut savoir que chez nous, ça se met à jour chaque nuit, ces données. Donc, jusqu'à hier soir, j'ai mon niveau de performance du mois de juin, du mois de juillet, etc. Et après, dans Power BI, je peux aller creuser mon mois de juillet, par exemple. Je peux rentrer dans le mois de juillet, dire voilà, on avait la semaine 27. Dans la semaine 27, je peux aller chercher les différents jours de production et analyser très finement ce qui se passe. Je vous ai montré avant que l'opérateur peut sélectionner les différents arrêts qu'il souhaite déclarer. Ça permet de savoir sur tous nos arrêts derrière quels sont les pourcentages de chaque famille. Le taux d'attente, le taux d'aléa, le taux de panne, le taux d'arrêt planifié, et de manager tout ça. Et d'aller plus dans le détail en disant, OK, dans mes aléas, je sais que j'ai X% de taux d'aléa, mais il se décompose comment? Il faut encore mettre des sous-niveaux dans la décomposition des arrêts. Et derrière, fatalement, avec la logique de l'amélioration continue, on va chercher ce qui nous fait le plus mal et on va essayer de travailler là-dessus. Et derrière, toutes ces stats, on peut les faire à l'équipe, à l'opérateur. On peut analyser des choses par gamme. Voilà, on peut tout faire en fait. On peut aller très très loin dans l'analyse des données, quoi. On peut aller savoir, par exemple, sur les pertes. Voilà, j'ai un peu là-dessus, mais sur ma ligne, qu'est-ce qui me fait le plus mal? Donc on voit que ce qui me coûte le plus d'heures, c'est ma ligne violette là-haut, qui est ma ligne de production aller. Je peux aller cibler ma ligne aller pour décomposer les éléments qui sont à l'intérieur et voir quel élément ici va me faire le plus mal. Et donc mettre mes plans d'action là-dessus. Donc on peut aller assez loin par rapport aux déclarations. Si on va cliquer sur le bouton panne du MES, sur tous les écrans qui sont en production, si on clique sur le bouton panne, au bout de 5 minutes de panne, on va générer directement une demande d'intervention dans notre outil de GMAO qui est Coswin aujourd'hui. Et on va retrouver directement une ligne avec un OT généré, on voit là, par le MES. Avec tous les éléments, date de début, date de fin, quel poste, quelle description l'opérateur en a faite, parce que l'opérateur peut et doit rajouter un commentaire pour décrire sa panne, et donc la maintenance part déjà en sachant pas mal d'informations. Donc
on a un outil à travers le MES qui s'appelle le Data Broadcast, et derrière, un peu plus précisément même, j'ai un peu plus loin l'historian qui est là. En gros, là, je suis en train de charger pour ma journée d'aujourd'hui la valeur et l'évolution de toutes mes variables que je vais lire dans les automates. Ça va mettre un peu quelques secondes à charger, je suis en Wi-Fi. Mais globalement, ça permet de surveiller la lecture toutes les 15 ou 20 secondes des valeurs dans la machine. C'est des valeurs très précises en cas de besoin. Je suis mis sur ma variable running, donc marche-arrêt. 0 ou 1, c'est binaire ça. Donc je vois que ma prod a commencé à 5 heures et je peux voir mes temps de marche, mes temps d'arrêt. Et là, sur ma droite, j'ai simplement mes lectures là, donc qui prend toutes les 20 secondes, avec toutes les 20 secondes, est-ce que je suis à 0 ou est-ce que je suis à 1. Et pareil pour tout ce qu'on veut lire. Donc là, j'ai l'évolution de mon compteur de production sur la journée. Donc c'est les valeurs automates, c'est des fois il y a des remises à 0 qui se font dès qu'on atteint un certain nombre, mais globalement c'est les valeurs de l'automate et je vois mon évolution. Je peux aussi afficher les vitesses de ma ligne. Ça, c'est les vitesses de production sur ma ligne, mètres par minute. Donc je vois, je suis à 0 jusqu'à 5 heures. À 5 heures, je commence à produire. J'ai mes différentes vitesses de production qui sont affichées. Ce que j'affiche à l'écran de l'opérateur, ce qui me permet derrière de vérifier le respect des cas. Et après, je peux. Ma liste est longue de valeurs. J'ai beaucoup de postes, j'ai beaucoup de choses que je mesure. Voilà. Mais tout est disponible là-dedans à tout moment. Et c'est toutes ces données qui permettent à Creative d'aller renseigner la base de données derrière. On vérifie le temps de cycle minimum. Alors là, le graphe veut rien dire, j'ai une valeur aberrante ici. Mais derrière, j'ai mon temps de cycle qui était à 8 secondes. Il faut lire 8,0. Qui après était à 7,8, à 7. Et à chaque fois, je note la valeur minimum de mon temps de cycle. Donc là, je suis à 7,0 en temps de cycle minimum sur un de mes process. Donc valeur qu'on répète tout le temps. Et je sais que c'est ma cible. Et derrière, dans Power BI, j'ai un système d'alerte. Et si cette valeur dérive et passe au-dessus d'une certaine valeur, je serai alerté par mail. On gagne beaucoup de temps. On gagne beaucoup de temps et beaucoup en précision dans les analyses qu'on fait. C'est-à-dire on passe plus de temps maintenant à mettre en place des plans d'action plutôt qu'à essayer de faire quelques statistiques. Et je crois que c'est le plus gros avantage.